Bonjour à tous, bienvenue dans notre séance préparatoire. Nous allons faire aujourd'hui notre séance maths 16. Nous allons parler de probabilité, de variables aléatoires, de somme, de notation somme et de limite. Alors je rappelle le sujet que j'avais évoqué à la fin de la dernière vidéo. Donc on vous propose un jeu. Dans ce jeu on a besoin d'équilibrer numéroté de 1 à 6 et à 6 faces. Le joueur 2, je vais commencer par le joueur 2, lance un dé à 6 faces, le joueur 1 lance 2 dés à 6 faces et conserve son meilleur score. La question est, quelle est la probabilité que le joueur 1 ait strictement un meilleur score que le joueur 2? Donc nous allons commencer par modéliser le problème, comme tous les problèmes ouverts. Et donc on commence par une notation. On va noter, c'est une notation qui est très utilisée en prépa et dans les maths dans le supérieur, l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va le noter donc 1, 6 avec des crochets avec une double barre. C'est une manière globale, hein, si maintenant j'avais écrit 1, 8, on aurait l'ensemble des entiers entre 1 et 8. Donc en fait, une notation, c'est ce que j'appelle des intervalles discrets, des intervalles où on s'intéresse qu'aux nombres entiers qui sont inclus entre les bornes. Et donc, on a besoin de cet ensemble-là pour pouvoir définir finalement, et c'est l'idée même de cette séance, c'est d'utiliser les variables aléatoires pour pouvoir modéliser correctement ce sujet. Alors, on peut très bien s'en passer, c'est à aucun moment un problème, mais vous allez voir que ça permet d'avoir des écritures beaucoup plus naturelles et d'éviter de devoir noter énormément d'événements avec des écritures qui ne sont pas forcément intuitives. Donc je vais commencer par le second joueur et noter Y, le score obtenu par le second joueur. Dans ce cas-là, je vais pouvoir m'intéresser à la probabilité que Y soit égal à K pour K appartenant à 1, 6. Double barre. P de Y est égal à K, alors vu que le joueur lance un dé qui est équilibré, qui a 6 faces, on est dans un cas d'équiprobabilité, donc toutes les issues qui sont au nombre de 6, les nombres de 1 à 6 qu'on peut obtenir, toutes les issues ont la même probabilité, et donc sans surprise, on a P de Y égale K qui vaut 1 sixième. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser au dé du second joueur. Et on va noter X1 et X2, les variables aléatoires qui donnent les résultats respectivement du D1 et du D2. Donc toujours pour K appartenant à 1, 6, je vais avoir P de X1 qui vaut K, qui vaudra 1 sur 6, et P de X2 qui vaut K, qui vaudra toujours 1 sur 6. Alors vous pouvez dire, mais pourquoi on définit X1 et X2? Nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement la variable grand X qui nous donne le maximum des deux. Ben, grâce aux variables aléatoires, on peut définir la variable aléatoire grand X, double point égal, je vous rappelle, pour faire la distinction entre une égalité qui est une égalité comme ici de propriété. Là, on a une propriété qui fait que P de X1 égale K est égal à 1 sixième. Ici, on définit grand X comme le maximum entre X1 et X2. Alors, évidemment, il va nous falloir P de grand X égale K. Alors, ce qu'on va faire par la suite, je veux juste finaliser la modélisation en disant que ce que nous, on cherche pour résoudre le problème, on cherche la probabilité que grand X soit strictement plus grand que Y. C'est-à-dire que le max de X1 et X2 soit strictement plus grand que Y. Donc l'idée de la modélisation, ça va être de calculer cette probabilité pour répondre au problème. Nous allons maintenant définir les différentes valeurs de P de grand X égale K. Donc on va pouvoir s'intéresser à P de grand X égale 1. La règle, c'est toujours s'intéresser aux calculs les plus simples au début. Donc surtout pas commencer à P de X égale 6, qui va être finalement la probabilité la plus compliquée à calculer parmi les P de X égale K. Et donc pour avoir X égale 1, il faut que le maximum des deux dés soit égal à 1. On n'a que deux possibilités, c'est que simultanément le premier dé fasse 1 et que le deuxième dé fasse 1. Donc c'est la probabilité de l'intersection de X1 égale 1 avec X2 égale 1. Par indépendance des événements, les deux dés étant indépendants, quand on lance le premier dé, il n'y a aucune chance qu'il influence sur le résultat du deuxième dé. Donc on va voir que la probabilité de l'intersection égale le produit des probabilités. Donc c'est P de grand X1 égale 1 fois P de grand X2 est égal à 1
Les deux probabilités valent respectivement 1/6 et 1/6. Et donc on obtient 1/36 pour P de grand X égale 1. Maintenant on peut s'intéresser à P de grand X égale 2. On va avoir finalement les seules possibilités pour avoir grand X égale 2, c'est que le maximum est égal à 2. Donc soit on a simultanément 2 et 1 comme résultat des D 1 et 2, soit on a 1 et 2, le premier D fait 1, le deuxième D fait 2, soit les deux D font 2. C'est les trois seules possibilités. À nouveau, ces situations sont toutes disjointes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intersection. L'intersection est vide entre x1 égale 2, x2 égale 1 et x1 égale 1, x2 égale 2. Le D1 ne peut pas valoir 1 et 2 simultanément. Donc on va pouvoir dire que P de grand X égale 2 va être égal à P de x1 égale 2 inter x2 égale 1. x2 égale 1 plus la probabilité que x1 égale 1 inter x2 égale 2 plus la probabilité que x1 égale 2 et x2 égale 2. Ce qui va nous faire au final, de nouveau par indépendance des probabilités, les deux D étant indépendants, on va avoir P de x1 égale 2 fois P de x2 égale 1, qui va nous donner 1/6 fois 1/6, plus P de x1 égale 1, 1/6, P de x2 égale 2, 1/6, x1 égale 2, 1/6, et x2 égale 2, 1/6. Ce qui va nous faire au final 3/36, que je ne simplifie pas, vous allez comprendre pourquoi. Et si maintenant on s'intéresse à P de x égale 3, alors on pourrait écrire ça sous la forme de l'union d'intersection, ça fonctionnerait très bien, et on va le faire mais un peu plus tard dans la séance, quand on va généraliser. Et donc notre P de x égale 3, on pourrait se poser la question, quels sont finalement les résultats, parmi les 36 résultats possibles, qui vont nous amener à ce que le maximum soit égal à 3. Et donc là, on pourrait se dire, je vais avoir 1, 3, 2, 3, 3, 3, et 3, 1, 3, 2 et 3, 1. Alors je les écris sous cette forme-là. Vous comprenez que dans un cas, je fais changer la valeur du premier dé, dans l'autre cas, je fais changer la valeur du deuxième dé. Et dans ce cas-là, on a 5 situations qui sont toutes avec une probabilité d'une chance sur 36. Donc P de x égale 3 est égal à 5 chances sur 36. P de x égale 4 va être égal à, cette fois-ci, on pourrait se poser la question, si j'ai 1 avec 4, 2 avec 4, 3 avec 4, 4 avec 4, 4 avec 3, 4 avec 2, 4 avec 1. Et donc, je vais avoir toutes ces situations-là. Donc, pour P de x égale 4, j'ai 7 valeurs. Donc, j'ai 7 chances sur 36. Pour P de x égale 5, je vais continuer. Donc, je vais rajouter encore 2 éléments aux 7 éléments que je pouvais avoir. Et donc, je vais avoir 9 chances sur 36. Et P de x égale 6. On peut faire le décompte. On a 1 avec 6, 2 avec 6, 3 avec 6, 4 avec 6, 5 avec 6, 6 avec 6, donc on a 6 valeurs. Et après on aura 6 avec 5, 6 avec 4 et ainsi de suite, donc on aura 5 valeurs qu'on rajoute. Et donc on chance sur 36. Donc on a les 6 valeurs prises par grand X qui sont de 1 à 6 avec leurs 6 probabilités que je ne modélise pas plus parce qu'on modélisera de manière générale tout à l'heure. On vient d'obtenir les différentes valeurs de P de grand X égale K. Alors un point très important quand vous finissez d'obtenir les valeurs des probabilités pour une variable aléatoire, c'est de vérifier que la loi obtenue est cohérente, c'est-à-dire que toutes les probabilités évidemment sont comprises entre 0 et 1, mais que la somme des probabilités fait 1. Donc on peut le vérifier, on reprend les valeurs de P de grand X égale 1, P de grand X égale 2 et ainsi de suite, donc une chance sur 36, 3 sur 36 jusqu'à 11 sur 36, et en faisant la somme, on tombe bien sur 36 sur 36 qui fait 1. Alors maintenant, on va s'intéresser à P de grand X égale Y. Alors si je fais un arbre et que je commence par Y, je vais avoir Y égale 1, Y égale 2, je ne fais pas toutes les branches, mais Y égale 6. Et maintenant, je pourrais m'intéresser à toutes les valeurs prises par grand X.
grand x égale 1, grand x égale 2, grand x égale 3, jusqu'à grand x égale 6. Et on voit que ça me donne un arbre finalement avec beaucoup de branches. Et on va pouvoir ruser un tout petit peu. Et plutôt que de s'intéresser à grand x égale 1, 2, 3 jusqu'à 6, nous on sait que pour que y perde, c'est-à-dire que x gagne, il faut que x soit strictement plus grand que y. Donc dans ce cas-là, nous on peut s'intéresser à quelle va être la probabilité, et on va s'intéresser juste à l'arbre, à l'événement grand x plus grand que y, c'est-à-dire grand x plus grand que 1. Et ici, ce sera x inférieur, c'est-à-dire inférieur ou égal à 1, qui sera son événement complémentaire. Donc ce qui simplifie considérablement l'arbre, parce qu'on aura 6 branches ici et 12 branches ici, et pas 42 branches en tout, les 6 branches primaires et les 36 branches secondaires. Et donc on va pouvoir se poser la question, quand est-ce que j'ai y1 et x strictement plus grand que 1 ? De la même manière, quand est-ce que j'ai y2 et x strictement plus grand que 2 ? Et avec x inférieur ou égal à 2 comme événement complémentaire. On remarque qu'on n'aura jamais x plus grand que 6, donc la probabilité ici elle est nulle, et on a une probabilité à 1 que x soit inférieur ou égal à 6. Et donc maintenant, avec les techniques que vous utilisez au lycée, on va pouvoir dire quels sont les chemins qui me ramènent à x plus grand que y. X plus grand que y est là. X plus grand que y est ici. Et x plus grand que y est ici, même s'il a une probabilité nulle. On peut quand même dire que c'est un événement et on rajoutera une probabilité nulle, c'est pas très grave. Et donc on va s'intéresser, nous, à P de x plus grand que y, c'est P de y qui vaut 1 et x strictement plus grand que 1, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 2, ou jusqu'à y égale 5, et x supérieur ou égal à 6, c'est l'avant-dernière branche. Et dans ce cas-là, la seule possibilité, c'est que le maximum soit égal à 6. Et donc on va s'intéresser, on voit d'abord qu'on va obtenir une somme de probabilités. On va obtenir P de y égale 1 inter x supérieur ou égal à 2, plus, parce que tous les événements constitués des intersections sont des événements qui sont disjoints, donc on peut sommer les probabilités jusqu'à la dernière probabilité non nulle, donc la dernière, je ne l'ai pas écrite ici, donc P de y égale 5 et x égale 6, ou supérieur ou égal à 6, ce qui revient exactement au même dans notre cas. Et donc on va devoir s'intéresser, nous, à P de y égale 1 et x supérieur ou égal à 2, et ainsi de suite. Comme les événements sont disjoints, on va avoir P de y qui vaut 1 et x qui est supérieur ou égal à 2, qui va valoir P de y égale 1. Les dés du joueur, du premier joueur sont complètement indépendants du seul dé du deuxième joueur. Donc P de y égale 1 fois P de x supérieur ou égal à 2, plus, et ainsi de suite, jusqu'à P de y est égal à 5 fois, P de x supérieur ou égal à 6, ou P de x égale 6. C'est là qu'on remarque que, va être égal à ça, et que P de x plus grand que y va être à la somme de ces probabilités. Alors, si on continue juste ici, P de y égale à 1, P de y égale à 1, on sait que c'est 1/6, et P de x plus grand que 2, c'est là qu'il faut reprendre les probabilités qu'on a obtenues avant. P de x plus grand que 2, l'astuce c'est de dire c'est toutes les valeurs, c'est toutes les probabilités, moins la probabilité d'avoir x est égal à 1. Donc l'événement contraire de x supérieur ou égal à 2, c'est x est égal à 1, et donc on va obtenir 1 moins la probabilité que x soit égal à 1, qui était égal à 1/36, et donc on tombe sur 1 sur 6 fois 35 sur 36. Si maintenant je m'intéresse au deuxième terme dans cette somme, qui n'est pas écrite qui est écrite là sous la forme de somme, P de y égale 2 inter x supérieur ou égal à 3, va être P de 2 fois P de x supérieur ou égal à 3, ce qui va nous faire 1/6 pour
Donc de nouveau par indépendance, hein, on transforme la probabilité d'intersection en produit des probabilités. P de y égale 2 est égal à 1/6, il y a équiprobabilité pour la première variable aléatoire, grand y. Et P de x supérieur ou égal à 3, on pourrait continuer à dire c'est tout sauf, c'est 1 moins la probabilité que x soit égal à 1 ou que x soit égal à 2. Donc on peut dire que c'est 1 moins une chance sur 36 moins 3 chances sur 36. Ce qui va nous faire finalement 1/6 fois 32 sur 36. Et on va pouvoir continuer comme ça, encore et encore et encore, jusqu'à P de y égale 5 inter x supérieur ou égal à 6 ou x égale 6, qui va nous donner finalement P de y égale 5, par indépendance des événements toujours, fois P de x égale 6, ce qui dans ce cas-là est plus simple à calculer. Pour une fois, je déroge à la règle de commencer par le plus simple. Et P de x égale 6, on avait directement obtenu que c'était 11/36. Donc 11 sur 36. 11 sur 216, pardon. Maintenant, on a obtenu toutes les probabilités des événements des intersections. Et donc, on va pouvoir calculer la probabilité de grand X est plus grand que Y. On obtient donc que P de grand X plus grand que Y. J'ai réécrit les 6 probabilités qu'on avait obtenues sur les 6 chemins, si on reprend l'arbre qu'on a tracé avant. Et donc, on a 1/6 fois 35 36e, plus 1/6 fois 32 36e, et ainsi de suite. Ce qui va nous faire, on peut mettre 1/6 en facteur, même le 36e en facteur avec, c'est-à-dire 1 sur 216, facteur de 35 plus 32, plus et ainsi de suite, jusqu'à plus 11. Alors si on fait le calcul, on va obtenir à la fin 125 sur 216. Alors, certains d'entre vous pourraient se dire, ok, 125 sur 216, c'est un nombre, c'est une probabilité. Il est content, il a obtenu sa probabilité. 125 sur 216 est quand même un nombre très particulier. C'est 5 au cube sur 6 au cube. Alors le 6 au cube, on le voit parce que de 216, on l'a obtenu comme 6 fois 36. Mais le 5 au cube, là c'est 125, on a obtenu par une somme, plus la somme d'une terme, d'une suite un peu particulière, ce qui fait finalement 5/6 au cube. Ce qui est un résultat quand même particulier, on pourrait se dire, j'ai lancé 3 dés, et finalement j'ai 5 chances sur 6 d'obtenir quelque chose à chaque lancer de dés. Est-ce que c'est un cas particulier? Est-ce qu'on peut généraliser à d'autres situations cette formule-là? Et donc l'idée c'est d'essayer un petit peu de généraliser correctement notre problème, ouvrir notre problème et voir si la formule que l'on obtient est un cas particulier ou si c'est un cas qui se généralise. Alors pour généraliser notre problème, on va commencer déjà par introduire une écriture qui est l'écriture identique aux sommes, mais cette fois-ci avec les unions. Quand on voit qu'on a des événements qu'on note A1, AN, si on s'intéresse à l'union de A1, A2 jusqu'à AN, on va pouvoir faire comme les sommes, dire que c'est l'union, donc c'est le grand symbole union, pour K égale 1 à N, des A indice K. Alors ici j'ai pris K comme indice, on aurait très bien pu faire la somme des I égale 1 à N, des A indice I. Ce qu'on fait avec les unions, on peut le faire avec les intersections, et donc A1 inter A2 jusqu'à inter AN va être l'intersection pour K variant de 1 à N des A indice K. Vous allez voir que grâce à ces écritures, on va pouvoir maintenant s'intéresser à l'événement, pas à sa probabilité, mais à l'événement x plus grand que y, et donc je vais avoir x qui est plus grand que y. Avant, ce qu'on disait, c'est que pour que x soit plus grand que y, soit y est égal à 1 et donc x doit être plus grand que 1 strictement, soit y est égal à 2 et ainsi de suite. Et donc on avait une union d'intersection. Et donc on va pouvoir continuer. Je vous invite à mettre sur pause et à essayer de le faire vous-même. On va pouvoir écrire l'union pour k égale 1 à 6 des y est égal à k inter x plus grand que k strictement. Alors soit x strictement plus grand que k, ou alors
x supérieur ou égal à k plus 1. Vu que x prend que des valeurs entières, si x est strictement plus grand que k, c'est x est supérieur ou égal à k plus 1. Et donc on obtient l'expression comme ça de x plus grand que y grâce à notre nouveau symbole grand union et qu'on utilise comme le symbole somme ou le symbole produit. Donc si maintenant je m'intéresse à la probabilité que grand x soit plus grand que y, on va obtenir la probabilité de cette grande union. Tous ces événements ici sont disjoints 2 à 2, donc on va pouvoir dire que la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités, exactement ce qu'on a fait avant, sauf que maintenant on va pouvoir utiliser symbole somme. Donc ça va être la somme pour k égale 1 à n des probabilités de y égale k inter x supérieur ou égal à k plus 1 ou strictement plus grand que k si vous préférez. À nouveau, on va pouvoir utiliser l'indépendance des événements. Y égale k, les résultats du dé du joueur 2 ne sont pas impactés par les résultats du joueur 1 et vice versa. Et du coup, on va obtenir la somme pour k égale 1 à n à 6, pardon. Somme de k égale 1 à 6 des p de y égale k fois p de x plus grand que k plus 1. Sauf que p de y égale k, c'est un sixième, quel que soit k. Et donc il nous reste p de grand x supérieur ou égal à k plus 1. Avant, on avait donc écrit 1 sixième fois p de x plus grand que 2, plus 1 sixième fois p de x plus grand que 3, et ainsi de suite. Et on avait calculé p de x plus grand que 1, p de x plus grand que 2, p de x plus grand que 3. Avec l'utilisation finalement de valeurs sur une sorte de tableau que j'avais pseudo-dessiné. Alors je manquais de rigueur à ce moment-là, sciemment, parce que maintenant on va le démontrer avec rigueur dans le cas général, avec un cas quelconque, et en utilisant une astuce qui est très fréquente et pas forcément intuitive. Nous allons donc déterminer la valeur de p de x plus grand que k plus 1 pour k qui appartient à 1 à 6. Alors on voit que quand k égale 6, p de x plus grand que 7 est égal à 0. Donc il y a des situations où ce ne sera pas très compliqué à déterminer. On va directement le démontrer pour un cas particulier, pas comme avant où on l'avait calculé pour des valeurs de k en particulier, k égale 1 et ainsi de suite. Et donc l'astuce, c'est de dire que il est plus simple de déterminer le contraire de l'événement x plus grand que k plus 1 que l'événement directement x plus grand que k plus 1. Donc, on sait que la somme de ces deux probabilités doit valoir 1, vu que les événements sont des événements contraires. Et dans ce cas-là, on va voir pourquoi il est plus simple de déterminer p de x inférieur ou égal à k. Si on veut avoir p de x inférieur ou égal à k, c'est qu'on veut que le maximum des 2D soit plus petit que k. Et c'est ça toute l'idée, c'est pour que les 2D soient plus petits que k, il faut exactement que les 2D soient inférieurs ou égaux à k. C'est-à-dire p de x inférieur ou égal à k, ou p du max de x1, x2 inférieur ou égal à k, c'est la probabilité que x1 soit inférieur à k et que x2 soit inférieur à k. Attention, il faut que ce soit une équivalence, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit une égalité d'événements. Si x1 est plus petit que k et x2 plus petit que k, forcément le maximum est plus petit que k. Et si le maximum est plus petit que k, il faut bien que les deux soient inférieurs ou égaux à k. Donc on a égalité des deux événements, et donc on a égalité de leur probabilité. Probabilité d'une intersection, les D1 et les D2 sont complètement indépendants, donc on va pouvoir dire que c'est la probabilité d'avoir x1 plus petit que k fois probabilité d'avoir x2 plus petit que k. Or, la probabilité d'avoir x1 plus petit que k va être égale à k sur 6. Et la probabilité d'avoir x2 plus petit que k, c'est k sur 6 aussi. Et donc, ça va nous faire k au carré sur 36. Donc ça, c'est pour avoir p de x inférieur ou égal à k. Nous, ce qu'on veut, c'est p de x supérieur ou égal à k plus 1, ou strictement plus grand que k. C'est-à-dire 1 moins p de x inférieur ou égal à k, c'est-à-dire 1 moins k au carré sur 36. Alors dans notre situation, il n'y a aucun intérêt à réduire au dénominateur commun, donc je ne vais pas le faire, vous allez voir, on va pouvoir réexploiter donc ce résultat.
Donc maintenant, on va introduire ça dans P de grand X plus grand que Y. On avait obtenu que c'était la somme pour K égale 1 à 6 des 1 sur 6, les P de Y égale K, fois P de X supérieur ou égal à K plus 1, c'est-à-dire fois 1 moins K au carré sur 36. On va pouvoir utiliser les propriétés des sommes. Donc, ceux qui ont du mal à comprendre les manipulations des symboles sommes, il y a une vidéo sur la chaîne qui permet de retravailler les sommes-sommes et de comprendre certaines particularités, notamment le fait que ici le fois 1/6 est en facteur dans toute la somme, donc je peux le sortir de la somme et dire que c'est 1/6 de la somme de K égale 1 à 6 de 1 moins K au carré sur 36. Je vais mettre ça entre parenthèses pour qu'on comprenne bien que tout est dans la somme, même s'il n'y a pas de doute, parce que le K au carré est à droite, c'est-à-dire que 1 moins K au carré sur 36, de K au carré sur 36, vu qu'il dépend de K, est forcément dans la somme, il n'existe pas en dehors de la somme. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire que on a 1/6 et on va réutiliser une autre propriété de la somme qui dit que la somme d'une différence, c'est la différence des sommes. Et donc on a la somme de K égale 1 à 6 des 1, ce qui peut être perturbant au début, mais finalement c'est une somme très simple à calculer, moins la somme des K égale 1 à 6 des K au carré sur 36, et là je vais réutiliser le fait que le sur 36 est en facteur, et donc je mets le 1/36 en facteur. Ce qui va me donner 1/6 facteur de. Alors la somme de K égale 1 à 6 des 1. En fait, on prend 1 quand K égale 1, puis on lui rajoute 1 quand K égale 2, on lui rajoute 1 quand K égale 3, jusqu'à lui rajouter 1 quand K égale 6, et donc ça va nous faire 1 plus 1 plus 1 6 fois, donc 6. Moins sur 36 fois. La somme des K égale 1 à 6 des K au carré, en fait, en terminale, souvent on voit au moment d'un chapitre en particulier où vous faites un raisonnement pour démontrer qu'une propriété est vraie pour tout n, on vous donne la somme des K égale 1 à n des K au carré qui vaut n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. J'ai aussi évoqué cette somme dans une des vidéos précédentes. Et donc, si je réécris ici le fait que la somme de K égale 1 à n, cette fois-ci, des K au carré est égale à n plus 1, 2n plus 1 sur 6, on va pouvoir remplacer n par 6 et donc obtenir 6 fois 6 plus 1 fois 2 fois 6 plus 1 sur 6. Alors là on est content, on voit déjà qu'il y a des simplifications qui apparaissent, ce 6 avec ce 6. Quand on va développer, on va obtenir 1 sur 6 fois 6, c'est-à-dire 1, moins 1/36 fois 1/6, c'est-à-dire 1 sur 216, fois 6 plus 1 fois 2 fois 6 plus 1, donc 6 plus 1, 7, 2 fois 6 plus 1, 13, fois 7 fois 13, 7 fois 13, 91, et on va obtenir finalement 1 moins 91 sur 216, ce qui va faire 216 moins 91 sur 216, et on retombe sur 125 sur 216, c'est-à-dire 5/6 au cube. Alors vous pourriez dire tout ça pour finalement retomber sur 5/6 au cube. La vraie différence, il y a deux différences. La première, c'est qu'on obtient ça en un seul calcul. Deuxièmement, c'est qu'on a vraiment justifié proprement cette fois-ci les valeurs des P de x supérieures ou égales à K plus 1 en passant par l'astuce des P de x inférieures ou égales à K. Et vous allez voir que la deuxième raison, c'est que maintenant on va pouvoir ouvrir le sujet et se poser la question, est-ce que dans une autre situation, par exemple, si on n'a pas un dé à 6 faces mais un dé à 7 faces, numéroté de 1 à 7, est-ce que la probabilité sera à ce moment-là de 6 sur 7 puissance 3 ? Donc en ouverture du sujet, je vous l'ai dit, on considère un dé à n faces. Et je vous propose l'expression suivante qu'on va justifier, que P de x est plus grand que y. Si j'ai un dé à n faces, je vais devoir considérer les n résultats possibles du joueur 2.
c'est-à-dire des nombres de 1 à n. De nouveau, le joueur 2, lançant un dé équilibré à n faces, il aura une chance sur n d'obtenir chaque résultat. Donc on va obtenir la somme des k égale 1 à n des 1 sur n, ça c'est le p de y égale k d'avant. Et il nous faut notre p de x plus petit que k d'avant, c'est-à-dire le p de x plus grand que k plus 1 qu'on calcule en faisant 1 moins p de x plus petit que k. Et pour que p de x soit plus petit que k, il faut que 2d x1 et x2 aient un résultat inférieur ou égal à k. Vu qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, ils ont k chances sur n chacun d'avoir un résultat inférieur ou égal à k. Ils ont la possibilité, c'est qu'ils fassent 1, 2, 3 jusqu'à k. Donc ils ont bien k possibilités. Donc ça va faire 1 moins la probabilité que des 2D aient un résultat inférieur ou égal à k, c'est-à-dire k sur n fois k sur n, d'où k carré sur n carré. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est calculer cette somme. Alors dans le cas de nouveau un peu plus général qu'avant, on va pouvoir réutiliser le même concept, c'est-à-dire on voit qu'on a un facteur, on peut sortir de la somme, c'est-à-dire le factoriser complètement dans la somme, et donc on va obtenir la somme cette fois-ci de k égale 1 à n, des 1 moins k au carré sur n carré. Alors je vais aller un petit peu plus vite qu'avant, je vais pouvoir directement scinder cette somme en deux et dire que c'est la somme des 1 moins la somme des k au carré sur n au carré, et remettre de nouveau le n au carré en facteur. Donc moins 1 sur n au carré ne dépend pas de k, somme des k égale 1 à n des k au carré. Ce qui va nous donner au final 1 sur n. Donc ce qui va nous donner 1 sur n facteur de la somme des k égale 1 à n des 1, c'est je prends 1 quand k égale 1, je lui rajoute 1 quand k égale 2, je lui rajoute 1 quand k égale 3, et je lui rajoute 1 au final, comme ça, n fois, ce qui va nous donner n. Et la somme des k égale 1 à n des k au carré, si vous l'avez mémorisé d'une fois précédente, ou si on vous l'a donné en cours, ou si vous l'avez mémorisé il y a 3 minutes, je vous invite à essayer de mettre sur pause en tout cas et d'essayer de l'écrire, et vous obtenez fois n plus 1, 2n plus 1 sur 6. C'est un petit fois. Et on va pouvoir maintenant continuer à simplifier cette expression. Le 1 sur n fois n, ça va me donner 1, moins, ici, on a 1 sur n au cube, fois n plus 1, 2n plus 1 sur 6. On voit qu'il y a une simplification qui va apparaître avec un des n ici, et ce n qui va être là. Et donc on va pouvoir tout réduire au dénominateur commun et obtenir. Donc ici j'ai comme dénominateur 6n au carré, donc je vais avoir 6n au carré moins n plus 1, 2n plus 1 sur 6n au carré. Et on va pouvoir continuer à simplifier un petit peu cette expression. Alors je vous invite très fortement à arrêter de développer comme des barbares, je dis ça souvent à mes élèves en sup, en MPSI, parce que vous perdez du temps à écrire des expressions et potentiellement à louper un signe à un moment donné, mais vous comprenez qu'ici vous allez obtenir un polynôme du second degré au numérateur, donc faisons les développements dans l'ordre, et on se pose la question, on compte en n carré, combien de n carré je vais avoir? J'en ai 6, et la seule possibilité pour que j'en ai ici, c'est que je fasse n fois 2n. Donc j'en ai moins 2, c'est-à-dire j'ai 4 n carré. Ensuite en n, ici j'en ai plus, je vais avoir n fois 1, donc j'en ai 1 ici, 1 fois 2n, j'en ai 2 ici, donc 1 plus 2, 3, avec le moins 3n. Et ensuite le seul terme constant, ça va être moins 1 sur 6n au carré. Et on obtient cette expression, alors on peut encore la factoriser, hein, si vous voulez factoriser au numérateur, mais on va pouvoir assez facilement se convaincre que c'est différent de n-1 au cube sur n au cube. On pourrait essayer de multiplier par n au cube au numérateur et au dénominateur et développer le n-1 au cube, et on remarquera qu'on ne tombera absolument pas sur cette expression-là. Ou tout simplement prendre certaines valeurs
de n. Prenez n égale 1, n égale 2. Évidemment, avec n égale 6, il y a égalité, ça on le sait. Mais prendre n égale 1, n égale 2 ou n égale 3, et vous allez voir qu'il n'y a pas du tout égalité entre ces deux expressions. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on peut ouvrir le sujet encore un peu plus et se dire, que se passe-t-il si je joue avec un dé qui a une infinité de faces? Quelle va être finalement, en gros, la limite de la probabilité quand n tend vers plus l'infini? Or, si je m'intéresse à la limite de P de grand X plus grand que Y quand n tend vers plus l'infini, alors ici, cette notation est maladroite tout simplement parce que X et Y, comme ils sont écrits, ne dépendent pas de n, et donc on ne voit pas la dépendance, donc il faudrait définir ça, x indice n, y indice n. Alors on pourrait l'écrire de ce format-là. X, entre parenthèses n, c'est la variable aléatoire quand j'ai un d à n faces, et y, entre parenthèses n, c'est la variable aléatoire quand j'ai un d à n faces. Et là on voit une dépendance qui apparaît. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir reprendre l'expression que l'on a obtenue pour p de x plus grand que y, c'est-à-dire on s'intéresse à la limite de 4n au carré moins 3n plus 1 sur 6n au carré. Là, vous êtes censé savoir calculer cette limite, soit en factorisant par n au carré, soit en disant je garde les monômes de plus haut degré, c'est-à-dire je garde 4n carré, 6n carré parce que c'est eux qui vont porter la limite, et donc je vais obtenir la limite quand n tend vers plus l'infini de 4n carré sur 6n carré, et après simplification par n au carré, j'obtiens 4 sixièmes, ou plutôt 2 tiers, si on simplifie nos fractions. Alors si on reprend l'expression qu'on avait obtenue avant, je ne vous en ai pas parlé, mais le 5 sixième puissance 3, c'est à peu près 0,57. Ce qui est assez contre-intuitif. Quand on lance 2 dés et qu'on dit je garde le meilleur des scores et l'autre il en lance que 1 et il faut être strictement plus grand que lui, on a l'impression qu'on a plus de chances qu'un peu plus d'une chance sur 2. Là finalement le 0,57 c'est qu'on n'a que 57% de chance environ de gagner pour le joueur 1, ce qui est assez faible comparé à ce que votre intuition pourrait imaginer. On voit que si je prends n qui tend vers plus l'infini, on va tendre au mieux. C'est-à-dire que déjà les probabilités elles augmentent et on va tendre au mieux vers 2 tiers, c'est en gros, c'est 2 chances sur 3 ou 66% de chance à peu près, 66,6% ou 0,7% à vous de voir comment vous arrondissez, de chance de gagner pour le joueur 1. Donc c'est toujours pas extraordinaire, mais on voit quand même qu'il y a une vraie dépendance de la probabilité obtenue comparée au nombre de dés obtenus, au nombre de faces obtenues pour chacun de ces dés. Donc, on voit que l'intuition n'est pas toujours très bonne pour pouvoir donner un résultat à un problème aussi ouvert que celui-là. Pour la prochaine vidéo, nous allons faire une initiation à la théorie des groupes. Alors, la théorie des groupes, c'est un des points importants du programme de première année de classe préparatoire, même si ce n'est pas le point fondamental, mais le concept de groupe est un nouveau concept qui est assez perturbant, qui peut être perturbant en tout cas pour les élèves de lycée, mais qui est très unificateur. C'est-à-dire que le concept de groupe permet de comprendre que c'est un concept qui nous permettra d'exprimer des propriétés communes, mais de plein d'objets mathématiques différents. Donc ça permet vraiment c'est un beau pont entre plusieurs chapitres qui peuvent paraître complètement étrangers les uns des autres, mais qui, grâce ou en particulier à ces notions, sont fortement liés. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.